Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'affaire du petit Émile. Alors à la base, je comptais en faire un live, mais ça n'a pas fonctionné. Donc écoutez, ça risque d'être un tout petit peu décousu, j'en suis désolé. Mais le plus important, c'est le fond et pas forcément la forme. Donc cette affaire, j'en ai pas du tout parlé sur la chaîne pour une raison toute simple, c'est qu'on n'en savait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de onji, beaucoup de rumeurs, mais qui n'étaient pas appuyées par des faits avérés. Donc j'ai préféré ne pas colporter des fake news et embrouiller la tête des gens. Mais aujourd'hui, à la vue des nouveaux éléments, j'aimerais me concentrer sur le traitement médiatique et surtout les pistes qui sont privilégiées par la police. Parce que les nouveaux éléments, c'est quoi? C'est la découverte, malheureusement, des ossements du petit garçon, chose que tout le monde redoutait. Mais vu le timing et l'endroit où ont été retrouvés ces ossements, je trouve quand même troublant le fait que la gendarmerie et la police privilégient des thèses comme l'accident, la météo, les animaux sauvages, etc. etc. Donc on va commencer par se remémorer ou résumer l'affaire, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. Oui, disparition qui à ce jour reste un mystère absolu. L'enfant de 2 ans et demi était gardé par ses grands-parents au Vernet, un petit village des Alpes de Haute-Provence. Le 8 juillet dernier, plusieurs témoins ont vu Émile se promener seul dans le hameau, puis il a disparu et malgré d'intenses recherches, il n'a jamais été retrouvé. Et malgré une enquête de gendarmerie très poussée, aucune piste n'a pu être retenue. Ce qu'il faut ajouter et qui est important pour la suite, c'est que après la disparition du gamin et pendant 5 à 7 jours, on a la gendarmerie qui a mis des moyens importants pour le retrouver. Des sondes envoyées dans les points d'eau à proximité, la brigade cynophile, de nombreux bénévoles venus aider aux recherches, des hélicoptères. Donc ils ont quadrillé la zone, ils l'ont passé au peigne fin et ils n'ont absolument rien trouvé. À la suite de ça, pendant des mois, il y a eu des éléments passés par là, il y a eu des témoignages qui étaient contradictoires, mais rien de concret. Absolument rien de concret. Jusqu'au 28 mars où on a eu droit à une sorte de reconstitution, ils appellent ça une mise en situation, et qui arrive 48 heures avant la découverte des ossements. Écoutez. Le village du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, est totalement bouclé ce matin, 9 mois après la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, dans ce hameau reculé. Une mise en situation, sorte de reconstitution sera organisée à partir de ce matin. Julie Brault, vous êtes sur place pour RMC. 17 personnes seront présentes, 17 personnes qui étaient là le jour de la disparition. Oui, parmi elles, la famille du petit Émile, mais aussi des voisins, des habitants ou encore des témoins visuels qui ont assuré avoir aperçu le petit garçon le jour de sa disparition. Le but, leur faire revivre avec précision cette journée du 8 juillet 2023. Sous l'œil attentif des enquêteurs, les 17 personnes convoquées vont retracer minute par minute leur emploi du temps. Un travail minutieux qui pourrait faire émerger des failles, des incohérences dans leurs témoignages ou bien au contraire leur permettre de se remémorer un détail jusqu'ici oublié. Et donc à peine 48 heures plus tard, donc le 30 mars, parce qu'il a fallu un jour de plus pour établir avec certitude qu'il s'agissait bien du petit Émile, on a la découverte des ossements, et quand vous allez savoir par qui, où et comment ont été découverts ces ossements, vous allez trouver ça troublant, je pense. Mais pour le moment, on va écouter la réaction minable de Alain Finkielkraut lorsqu'il a appris pour cette nouvelle, et vous allez voir qu'il porte bien son nom. On est proche de la crotte quand même. Écoutez. Je suis absolument navré de vous couper parce qu'une information vient d'arriver sur le petit Émile qui avait disparu. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence vient de signaler que les ossements du petit Émile avaient été retrouvés. Voilà cette information qui vient de tomber. Vous avez entendu? Alors je m'en vais alors. Encore une fois, une réaction minable de la part de ce personnage. Il vient d'apprendre une information terrible impliquant un garçon de 2 ans et demi. Et lui, la première réaction qu'il a par rapport à tout ça, c'est que personne ne doit venir couper la parole du grand Alain Finkielkraut. Ce complexe de supériorité, c'est terrible. Et en plus, il raconte que de la merde. Si lui, il est philosophe ou écrivain ou je ne sais quoi, moi je suis président des États-Unis en fait. Communiqué de presse du procureur de la République d'Aix-en-Provence, les enquêteurs prenaient possession des ossements immédiatement transportés à l'IRCGN afin de faire procéder à des analyses d'identification génétique qui permettaient de conclure ce 31 mars qu'il s'agissait des ossements de l'enfant Émile Soleil. Voilà donc sans doute, sinon le dénouement, du moins une information. Voilà, donc 48 heures après la mise en situation, on a la découverte des ossements. Et devinez où? À quelques centaines de mètres de la résidence secondaire des grands-parents. Donc pile dans la zone qui a été quadrillée et passée au peigne fin par les gendarmes. Et devinez par qui? Par une randonneuse, une promeneuse qui est passée par là et qui a vu les ossements sur le chemin. Donc déjà, c'était dans un chemin accessible. Et on va pas me faire croire que personne, pendant des mois et des mois, depuis l'été dernier, est passé par ce chemin. Ça prouve quand même que les ossements, ils ont été placés là récemment. Un autre élément, c'est que cette promeneuse, elle a pris directement le crâne et elle l'a amené à la gendarmerie. Qui fait ça? Franchement, qui fait ça? Et malgré ça, on a la gendarmerie qui, oui,
n'exclut pas le fait que ça peut être une personne tierce qui est intervenue, mais elle n'exclut pas non plus que ça peut être un accident, et donc la météo qui aurait ramené les ossements jusque-là, ou bien des animaux sauvages. C'est lunaire quand même. On a aussi cette hypothèse-là. Rien n'indique pour l'instant que ces ossements étaient présents au moment des recherches. On peut très bien avoir quelqu'un qui les a amenés ou un animal. On parle d'ossements, donc c'est que il nous en manque. Et donc, il va falloir qu'on puisse justement refaire des recherches pour voir s'il y a d'autres ossements sur le territoire. Et justement, c'est pour ça qu'il y a cette possibilité que ces ossements aient été amenés soit par une personne, soit, comme je vous le disais, par un animal ou par aussi des conditions météo qui ont pu modifier la zone. Vous avez évoqué... Voilà, donc on essaye de nous faire croire que la météo, un animal sauvage, aurait ramené le corps du petit en dehors de la zone de recherche, et puis quelques mois plus tard, on ne sait pour quelle raison, l'aurait ramené à proximité du village. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Enfin bref, on va se concentrer sur le traitement médiatique et ensuite on va voir les pistes qui sont sérieuses selon moi. Donc le traitement médiatique, il a été dégueulasse. Et quand on parle de dégueulasse, on pense bien évidemment à Pascal Praud, qui lui est jaloux parce que BFM traite beaucoup de ce sujet-là et donc a fait des audiences, etc. Il ne pense qu'à ça, ce dégueulasse. Écoutez. Oui. C'est-à-dire que lorsque on fait un break d'information et que pendant un certain temps, pourquoi pas 11 heures consécutives, on ne fait qu'une seule information, malheureusement, c'est que ça on pense, à tort ou à raison, faire un choix d'audience. Oui. Ah oui. Voilà, dégueulasse comme d'habitude. Mais il n'était pas seul. Il y a BFM TV aussi qui a parlé très tôt de la vie des parents de Émile, et pas des grands-parents, bizarrement, hein, mais on va en parler juste après. Parce que les parents d'Émile ont fait partie d'un groupuscule identitaire d'extrême droite, Bastion Social, et d'ailleurs le papa il a été condamné pour avoir participé à une agression d'un couple maghrébin à Aix-en-Provence. Mais tout ça, selon moi, c'est pas pertinent par rapport à l'enquête parce qu'ils sont pas suspects, ils n'étaient pas là le jour de la disparition. Surtout qu'il y avait d'autres pistes, chez les grands-parents notamment, qui étaient selon moi beaucoup plus pertinentes et qui auraient pu être vérifiées très facilement de la part de BFM, mais ils ont fait le choix de ne pas le faire, bizarrement. Écoutez. Reste un point d'interrogation, le profil de la famille d'Émile. Les parents, les grands-parents, personne ne s'est exprimé, ne serait-ce que pour lancer un appel à témoins. La seule communication est ce post sur Facebook de la mère du petit garçon le 10 juillet. Veuillez prier la vénérable sœur Benoîte Rancurel, mystique des apparitions du lot. Le diable l'emmenait régulièrement dans la montagne pour la persécuter, et les anges la ramenaient, la maman d'Émile. Voilà, donc il n'y avait pas forcément d'éléments pertinents vis-à-vis de l'enquête, mais c'est intéressant quand même d'analyser le message de la mère d'Émile, qui appelle à prier un saint en particulier. Ça me choque pas, on prie bien Saint Christophe, Saint Thomas d'Aquin. C'est plutôt l'histoire de ce saint, parce qu'elle raconte que le diable l'a emmené en haut dans la montagne, et puis ensuite c'est les anges qui la faisaient redescendre. Et quand on sait maintenant que le corps du petit a été emmené en dehors de la zone de recherche, hein, et puis récemment il a été redescendu aux abords du village, ça fait quand même un parallèle avec son fils. Enfin bref, une des pistes qui n'a pas été fouillée par les médias, on se demande pourquoi, c'est la vie du grand-père. Il a fallu quand même le Canard enchaîné qui le fasse 9 mois plus tard pour que tous les médias commencent à en parler, alors qu'il y avait certaines choses qui étaient facilement vérifiables, notamment le fait qu'il a fait partie d'un établissement scolaire pendant plusieurs années. Écoutez. Aujourd'hui, le Canard enchaîné révèle qu'il a été mis en cause dans une affaire de violence sur enfant. Oui, c'était il y a 30 ans. Il était alors chargé de la discipline dans un internat catholique dans le Nord. Il se faisait appeler Frère Philippe et il était connu pour sa sévérité. À la suite d'une plainte pour violence, la PJ de Lille l'avait entendu comme témoin. BFM TV s'est procuré les PV de cette audition. Il commence par affirmer n'avoir jamais pratiqué de punition physique. Puis il admet avoir parfois botté des culs, puis avoir donné des gifles, et finalement, il reconnaît avoir donné des coups de poing. Les élèves ont aussi dénoncé des punitions la nuit en extérieur. Ils ont parlé du supplice de la chaise, ce que... Voilà, donc il a été surveillant du pensionnat de Riomont entre 91 et 94, un pensionnat qui a été très régulièrement épinglé pour la violence envers les enfants, mais pas que, et on va le voir après. Mais d'abord, on va écouter l'histoire de cet établissement, et ensuite, on va rentrer dans le sordide, vous allez voir. Avec une éducation par la violence, une loi de la jungle aussi, entre garçons, où la violence n'était absolument pas régulée.
Et puis des encadrants, que ce soit des moines ou des éducateurs qui exerçaient eux-mêmes une très grande violence et des humiliations permanentes en fait sur ces enfants. Mais c'est quelque chose effectivement qui va perdurer parce que le pensionnat va être fermé. On va lui retirer l'agrément en 1982 et puis finalement Riaumont va renaître de ses cendres et en 1989 devient une école privée hors contrat qui est reconnue par le rectorat de Lille. Voilà, donc c'est un établissement qui a très souvent été épinglé pour la violence envers les enfants, mais pas que. Pas que, regardez, plus de 200 témoins victimes, la communauté de Riaumont au cœur d'un scandale de pédophilie. Et ça, les médias n'en parlent pas. Ils parlent uniquement de la violence, parce qu'aux oreilles du grand public, dans l'inconscient collectif, on se dit qu'un pensionnat des années 80-90, il y avait beaucoup de punitions physiques, etc. Et depuis, les mentalités ont changé. Mais si on commence à parler de pédophilie, aïe, ça passe moins bien. Vous voyez? Mais sauf que le Canard enchaîné, lui, en parle dans son article. Il parle de frère Philippe, qui est le grand-père de Émile. Et écoutez ce passage qui est lunaire. Sous sa robe de bure, frère Philippe portait des Rangers à bout coquet. Lors d'échanges au sein d'un groupe Facebook privé que le Canard a pu consulter, certains anciens pensionnaires témoignent de la terreur qu'il inspirait et de ses tartes mémorables. J'ai gardé les 5 doigts sur ma fesse pendant 2 mois. Quand il était fatigué de distribuer coups de pied et claques sur les postérieurs, frère Philippe soignait les bobos et prodiguait à certains des séances de kiné. Mon frère, ma sœur, un ancien pensionnaire, profère à son endroit des accusations plus graves qui ont fait l'objet d'une plainte pour viol. Alors comme ça, on masse les enfants, on les tape, on a une plainte pour viol sur le dos et les médias ne s'intéressent pas à ça. Il n'y a que le Canard enchaîné. C'est quand même fou, hein. Le journalisme d'investigation en France, c'est quand même un truc de dingue. Enfin bref, je pense que toute cette affaire va finir en pétard mouillé, on va nous dire circuler, il n'y a rien à voir. Pour preuve, regardez ce gendarme à qui on pose une question toute simple, ridicule et toute simple, mais qui est tout gêné et qui préfère même dire qu'il doit partir avant de répondre à une autre question. Regardez. Ce ne sont pas les mêmes moyens aujourd'hui parce que la situation a évolué et en effet nous nous adaptons. Mais au mois de juillet, des moyens vraiment colossaux ont été engagés pour les recherches opérationnelles. Donc ça aurait été impossible de ne pas trouver le crâne à ce moment-là. Si c'est d'importants moyens qui étaient mis en place à ce moment-là. Excusez-moi, je vais devoir vous quitter. Une dernière question sur la randonneuse. Oui. Elle a permis de retrouver les Voilà, donc on peut voir qu'il est très gêné face à cette question et qu'il ne peut pas y répondre. Et ça traduit un phénomène très simple, c'est qu'en France, la police est empêchée de faire son taf dans ce genre d'affaires qui mêlent des enfants. Donc on peut se poser la question, qui a le pouvoir de freiner la police et surtout qui a intérêt à ce qu'ils ne puissent pas faire les investigations nécessaires dans ce genre d'affaires? Suivez mon regard. Et je voudrais terminer cette vidéo avec les propos de cette avocate qui nous rappelle quelque chose de super important, c'est que l'affaire Émile a été médiatisée, tant mieux, mais il y en a des centaines qui ne le sont pas. Il y en a des centaines, et demain ça pourrait être votre neveu, votre enfant, votre cousine, ou j'en sais rien, je vous le souhaite pas, mais sachez que si ça vous arrive, les médias et la police se comporteront exactement de la même manière, parce qu'il y a des personnes qui ont intérêt à ce que toutes ces affaires ne soient pas médiatisées pour pas alerter la population sur ce fléau qui sévit en France depuis des dizaines d'années. Écoutez. Par contre, pourquoi je suis ici sur ce plateau, c'est aussi parce que je pense que c'est nationalement, c'est un deuil national. Parce que cette disparition, malheureusement, est terrible. Ces ossements retrouvés, c'est terrible, mais il faut savoir aussi que ce n'est pas le seul. Il y a eu d'autres enfants disparus il n'y a pas si longtemps que ça, dont on a retrouvé les ossements. C'est pas un phénomène rare. Et il est temps maintenant qu'un dispositif légal intervienne de façon extrêmement efficace. Et vraiment, je pense qu'il devrait y avoir une réforme sur le fait que ça ne doit pas être une opportunité de la part du procureur de la République, mais une obligation. Quand un enfant de cet âge disparaît, eh bien, on met tout en œuvre. Oui, je rappelle que les conditions de l'alerte enlèvement, dans le cas d'espèce, n'étaient pas réunies. C'est pour ça que vous avez... Voilà, donc c'est super important de garder ça en tête et surtout qu'une avocate puisse le dire en direct à la télévision. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao!